Enfin quelques commentaires sur le devoir terminal, c'est-à-dire sur chacun des deux sujets proposés pour le devoir terminal. Vous aviez un commentaire de texte et une dissertation. Je commencerai dans l'ordre où figuraient les sujets, c'est-à-dire que je procéderai dans l'ordre où figuraient les sujets, c'est-à-dire que je commencerai par le commentaire. Je vous avais tendu, sans m'en rendre compte, un piège en ne mettant le titre de l'ouvrage et le nom des auteurs que en deuxième page à la suite du texte anglais, et plusieurs d'entre vous sont tombés dans ce piège involontaire et ont cru que, comme la traduction en français que j'avais réalisée se terminait par recherche philosophique 2.11, ont cru que l'ensemble du texte à commenter était les recherches philosophiques de 11. Pourtant, à recherche philosophique de 11 suivait une phrase entre guillemets, ce qui doit être accepté, le donné pourrait-on dire, ce sont des formes de vie. Vous auriez pu vous demander, quand vous n'aviez pas compris que c'était à ces guillemets que s'appliquait recherche philosophique de 11, à quoi correspondaient ces guillemets. Faire de longs développements en croyant que ce texte, qui était un texte donc de Hacker et Biker sur les recherches philosophiques, un texte extrait d'un ouvrage intitulé Wittgenstein, Understanding and Meaning, compréhension et signification. Donc, si quand vous avez cru que ce texte était un texte de Wittgenstein, ça montre plusieurs choses. Premièrement, que vous n'avez pas pensé à tourner la page. Deuxièmement, que vous n'avez pas pensé à vous interroger sur les guillemets. Troisièmement, que vous n'avez pas lu les recherches philosophiques, parce qu'il n'est pas nécessaire de les connaître par cœur. Moi-même, je ne les connais pas, mais par cœur, il me semble que le style du texte, même si je suis incapable de dire précisément pourquoi, est très différent du style de Wittgenstein lui-même. En fait, si je dis que je suis incapable de dire pourquoi, mais je crois que je suis capable de le dire. Le style de Wittgenstein est un style qui use de mots de tous les jours. Wittgenstein ne fait pas, dans les recherches philosophiques, lourdement de la théorie. Les idées sont compliquées, mais il les exprime de manière fondamentalement simple. Or, ce que vous avez ici, c'est vraiment un texte d'analyse philosophique traditionnel qui ne ressemble pas du tout donc à ce qu'écrit Wittgenstein, ni dans les recherches, ni d'ailleurs dans le Tractatus. Donc, ce sont plusieurs raisons pour lesquelles vous n'auriez pas dû vous tromper sur l'auteur ou sur les auteurs du texte. Encore une raison, dès le début du texte, alors que je vous ai dit quand même assez longuement qu'il y avait des discussions pour savoir s'il y avait un ou deux Wittgenstein, le texte commence par cette réorientation, en précisant qu'il s'agit de la réorientation de la pensée de Wittgenstein, à des corollaires spectaculaires.
il me semble qu'il est assez clair que s'il y a une réorientation dans la pensée de Wittgenstein, qui se manifeste dans les recherches, on peut tout à fait légitimement parler de Wittgenstein. Un premier Wittgenstein qui va dans une certaine direction, c'est le Wittgenstein du Tractatus. Un deuxième Wittgenstein, après qu'il ait réorienté sa pensée, c'est le Wittgenstein des recherches. Donc si le texte était de Wittgenstein, il n'y avait pas de raison que les commentateurs discutent longuement pour savoir si Wittgenstein avait ou non, en profondeur ou non, changé sa pensée entre le Tractatus et les recherches, puisque ce serait Wittgenstein lui-même qui parlerait nettement d'une réorientation de sa pensée, en insistant en plus sur le fait qu'elle a des corollaires. Les corollaires d'un théorème, ce sont des conséquences immédiates, des sous-produits immédiats, mais donc dire que cette réorientation a des corollaires spectaculaires, c'est dire qu'il y a des conséquences spectaculaires au changement de l'orientation de la pensée de Wittgenstein entre le Tractatus et entre les recherches. Si c'était un texte de Wittgenstein, je le répète, il n'y aurait pas de discussion à avoir pour savoir s'il y a un ou deux Wittgenstein. Il serait certain qu'il y a deux Wittgenstein. Il est clair que pour Acker et Bakker, il y a deux Wittgenstein et ils présentent leur lecture du Wittgenstein des recherches philosophiques. En citant à la fin pour appuyer leurs propos, Wittgenstein lui-même, ce qui doit être accepté, le donner, pourrait-on dire, ce sont des formes de vie, donc recherche philosophique de 11. Donc vous aviez à commenter un texte qui n'était pas un texte de Wittgenstein, mais qui était lui-même un texte de commentaire sur Wittgenstein. Partant, votre travail était double. Il y avait d'une part un travail spécifiquement philosophique qui était de comprendre le texte que vous aviez à commenter et de montrer que vous l'aviez compris. Bon, pour ça, alors il y a eu un assez mauvais devoir qui m'a analysé le texte fragment par fragment. À la limite, vous pouvez faire comme ça, mais à condition quand même aussi de commencer ou de finir en donnant une vision globale du texte, et on peut comprendre alors, se dire alors que votre analyse simplement par petits morceaux vient à l'appui de l'explication globale que vous en avez donnée. Mais il est absolument insatisfaisant pour expliquer un texte de se contenter d'une explication par petits morceaux. Ce n'est pas parce qu'on comprend les petits morceaux que l'on comprend l'ensemble du texte. C'est pourquoi je crois que les collègues qui font des cours de méthodologie ont raison
même si pour les très bonnes copies, c'est un peu énervant et c'est plutôt une faiblesse, mais pour les copies plus mauvaises, ça vous empêche de faire quelque chose qui donne l'impression d'être n'importe quoi. Donc les collègues de méthodologie disent en général que vous devez donner un découpage du texte dans une première partie, dans une deuxième partie, dans une troisième partie. Bien sûr, un tel découpage ignore un peu que la progression d'un texte bien composé est en général plus subtile, mais vous impose d'avoir une compréhension globale du texte, à la fois compréhension des parties et compréhension de la façon dont s'articulent les parties pour aller au propos du texte. Donc vous deviez montrer que vous aviez compris le texte. Pour ça, il n'était pas mauvais de donner des explications de quelques termes techniques qu'il contient. Qu'est-ce qu'une définition ostensive, par exemple? Je le sais, mais quand vous vous contentez de répéter définition ostensive sans mettre en évidence de quoi il s'agit, ou à la limite sans mettre en évidence comment ce qui est dit sur la conception de la définition ostensive présente telle qualité ou tel défaut, le correcteur ne peut pas se rendre compte que vous avez compris de quoi vous parlez quand vous parlez de définition ostensive. Le correcteur ne peut pas se rendre compte que vous avez compris ce point du texte. Même chose pour les définitions analytiques. Qu'est-ce qu'une définition analytique? Pourquoi de nombreux mots qui tiennent une position particulière dans la réflexion philosophique ne s'expliquent-ils pas par des définitions analytiques? Ou bien vous essayez de l'expliquer, ou bien au minimum vous dites ce qu'est une définition analytique, vous donnez une illustration typique de définition analytique. Ce qu'on donne habituellement, c'est un célibataire est un homme non marié, ce qui est censé être une définition dans laquelle il n'y a rien de plus ni rien de moins dans le sujet que dans le prédicat. Mais d'ailleurs ici, les termes sujet et prédicat sont un peu inappropriés, puisque même s'il s'agit du verbe être, on n'est plus dans le cas typique de la logique aristotélicienne. Le verbe être exprime l'identité plutôt qu'il n'est une copule. On ne donne pas une description de ce dont il s'agit, mais on considère qu'il n'y a rien de plus dans le sujet que dans le prédicat, rien de plus dans le prédicat que dans le sujet. Par définition, un célibataire est un homme non marié. Ce qui m'a toujours paru étrange, c'est qu'en fait, en anglais, et c'est une traduction de l'anglais, les choses ne sont pas si claires, puisque c'est bachelor is an unmarried man, pardon pour le mauvais anglais, pour la mauvaise prononciation.
Or, bachelor, ce n'est pas simplement un célibataire, c'est aussi un bachelier, le détenteur d'un certain diplôme, et en ce sens, le bachelor n'est pas seulement un homme non marié. Il faudrait en fait, à la manière de certains philosophes des sciences, distinguer entre un bachelor indice 1, qui est un unmarried man, et un bachelor indice 2, qui est le détenteur d'un baccalauréat. Je ne me souviens plus quel est le terme anglais pour baccalauréat. D'ailleurs, les diplômes ne se correspondent pas bien d'une langue à une autre. Donc, premier point de votre travail, montrer que vous avez compris le texte en mettant en évidence son propos, en éventuellement donnant un découpage du texte, éventuellement en expliquant des termes techniques qu'il y a dans ce texte pour bien montrer que vous les avez compris. Bon, bien sûr, il y a des termes techniques que vous pouvez ne pas avoir compris. Dans ce cas-là, vous essayez de faire l'impasse dessus, mais il est quand même question assez longuement dans le texte de définition analytique. Il est quand même assez longuement question dans le texte de définition analytique, j'ai dit l'autre c'est ostensive. Si vous ne comprenez ni l'un ni l'autre des deux termes, vous avez du mal à véritablement comprendre le texte, et vous aviez peut-être intérêt à aborder l'autre sujet, c'est-à-dire la dissertation. Bon, par ailleurs, le propos du texte, il me semble qu'il était assez clair. Je dois avouer que je n'ai pas suffisamment attentivement relu ce texte avant de faire mon commentaire. J'ai plutôt jeté un coup d'œil sur vos copies, mais en le relisant, ça me semble quand même assez clair. Le propos du texte était indiqué d'emblée. Le propos du texte, c'était d'affirmer que pour le Wittgenstein des recherches philosophiques, il n'y a aucune relation entre le langage et la réalité dans le sens pertinent de l'expression. Et donc après, les auteurs vont expliquer quel est le sens pertinent de relation entre le langage et la réalité qui leur permet de dire que dans les recherches, il n'y a aucune relation entre le langage et la réalité. Donc, premier aspect du commentaire, comprendre le texte, montrer que vous l'avez compris, donc en mettant en évidence son propos et en mettant en évidence en quoi les divers éléments du texte, la suite du texte vient à l'appui du propos, qui ici donc est particulièrement simple puisqu'il est indiqué d'emblée. En ce sens, vous aviez là un texte qui était plus simple qu'un certain nombre de textes philosophiques où il me semble que les auteurs ne disent pas d'emblée ce qu'ils vont essayer d'expliciter, ce qu'ils vont essayer de soutenir ensuite.
En revanche, il y avait dans ce devoir un aspect peut-être plus difficile que dans un certain nombre d'autres devoirs. Habituellement, vous avez à commenter un texte d'un auteur et vous avez simplement à montrer que vous avez compris le propos de l'auteur, éventuellement discuter tel ou tel point de son explication, mais c'est tout. Ici, le propos de l'auteur, ou plutôt des auteurs, n'est pas un propos philosophique général. Les auteurs commentent Wittgenstein. Ils n'affirment pas qu'il n'y a aucune relation entre le langage et la réalité dans le sens pertinent de l'expression. Ils affirment que pour Wittgenstein, dans les recherches, il n'y a aucune relation entre le langage et la réalité dans le sens pertinent de l'expression. C'est-à-dire que pour bien comprendre le texte, pour chercher des arguments à l'appui ou à l'encontre du texte, vous n'avez pas à chercher des exemples dans vos connaissances philosophiques générales, vous n'avez pas à chercher des exemples dans votre expérience de la vie, de l'univers et du reste, vous avez à mettre en relation ce qu'affirment les auteurs avec ce qu'écrit Wittgenstein. Pour ça, vous avez besoin de connaître soit le cours que je vous ai fait sur Wittgenstein, soit mieux encore de connaître le texte de Wittgenstein lui-même, de façon à pouvoir valablement comparer le propos des auteurs au texte de Wittgenstein ou à ce que vous connaissez du texte de Wittgenstein. Donc vous avez un travail qui est véritablement double de compréhension du texte, mais aussi de mise en relation de ce texte avec des connaissances que vous devez avoir par ailleurs sur la pensée de Wittgenstein. Alors qu'à la limite, si vous aviez à commenter un texte de Wittgenstein, bon, éventuellement, on peut souhaiter dans un commentaire d'histoire de la philosophie que vous montriez que vous connaissez bien l'ensemble de la pensée de l'auteur, mais à strictement parler, ce n'est pas nécessaire. Vous avez simplement à comprendre la cohérence interne du texte, à mettre en évidence cette cohérence interne ou son incohérence, à mettre en évidence en quoi il s'applique ou non à ce que vous connaissez de la réalité et tout le monde connaît plus ou moins la réalité puisque tout le monde est amené à venir à la faculté, à lire des livres, à manger, à boire, à dormir, à se vêtir et bien d'autres choses encore. Donc, dans un texte philosophique traditionnel, le référent extérieur au texte n'est pas à un autre texte, même si on peut considérer d'un point de vue d'histoire de la philosophie que c'est mieux qu'il y ait des référents extérieurs au texte qui soient d'autres textes. Ce n'est pas indispensable habituellement. Il peut suffire de se référer à son expérience quotidienne, à une réflexion sur son expérience quotidienne. Ici, c'était quand même une question de cours. Il fallait avoir lu
Wittgenstein, il fallait connaître Wittgenstein, ou à défaut, dis-je, connaître mon cours sur Wittgenstein, mais c'est quand même mieux de connaître Wittgenstein lui-même. Si vous me citez Wittgenstein, c'est l'intérêt des citations, ce n'est pas pour faire bien, mais dans un auteur qui est controversé comme l'est Wittgenstein, si vous n'avez pas écouté mon cours, vous pouvez dire quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de ma lecture de Wittgenstein. Si vous me donnez un passage de Wittgenstein qui vient à l'appui complètement de votre lecture, que ce soit en accord avec ce que disent les auteurs ou en désaccord avec ce que disent les auteurs, vous m'obligez à reconnaître que oui, Wittgenstein a bien écrit ça, et donc votre argument est un argument fort, qu'il soit à l'appui donc de ce qu'écrivent Hacker et Baker, ou qu'il aille à l'encontre de ce qu'écrivent Hacker et Baker. Donc voilà pour le commentaire. J'en viens maintenant à la dissertation, qui n'est certain d'aucun fait, ne peut non plus être certain du sens de ces mots. Alors en fait, je me rends compte que là, à nouveau, je vous ai donné peut-être un sujet un peu difficile sans bien m'en rendre compte, puisque je vous avais donné pour les commentaires un conseil que l'on donne généralement, et qui est que quand on a à faire une dissertation, il faut interroger les termes de la dissertation. Or, c'est vrai que quand je lis ce sujet, quand je relis ce sujet, je ne vois pas trop là-dedans ce que l'on peut interroger. Certes, vous pouviez me montrer que vous aviez un peu une connaissance de Wittgenstein en me parlant des faits, puisqu'après tout le monde est un ensemble de faits et non un ensemble de choses. Quelques-uns d'entre vous ont indiqué ça assez justement, mais en même temps, je leur ai objecté, ce qui n'est pas forcément une objection très pertinente, que ça, c'est le Wittgenstein du Tractatus qui l'écrit, c'est-à-dire le tout premier Wittgenstein. Or, de la certitude, certes, vous n'étiez pas obligé de le savoir, je crois que je n'en avais pas parlé, mais de la certitude, c'est vraiment l'écrit ultime de Wittgenstein, rédigé y compris même après les recherches philosophiques, c'est-à-dire qu'il était encore vraiment très loin là dans l'esprit de Wittgenstein du stade de la publication. Mais bon, ce n'était en fait, malgré cette remarque malheureuse que j'ai fait peut-être dans quelques copies, oui, mais ça c'est le premier Wittgenstein, ça ne pouvait pas faire de mal de se référer à cette idée que le monde est un ensemble de faits et pas un ensemble de choses, donc qui n'est certain d'aucun fait n'est en fait certain d'aucune des composantes du monde, mais est-ce que ça aide beaucoup à la compréhension de la formule? Je n'en suis pas sûr. De la même façon, est-ce que l'on a vraiment besoin de s'interroger sur ce que c'est que être certain?
Bon, n'avoir aucun doute, mais qu'est-ce que c'est que n'avoir aucun doute? Ben, c'est être certain. Je dois avouer que je n'arrive pas là vraiment à interroger les divers termes de ce sujet. Le sens de mes mots, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est le sens de mes mots. Donc, si j'essaie d'aborder ce sujet de la manière qui me semble la plus traditionnelle de celle que je vous avais malencontreusement indiquée, parce que il est vrai qu'elle marche souvent, je me rends compte que là, je ne vois pas comment la faire marcher. Pour ce sujet, il me semble en fait que la question était plutôt double. Il fallait comprendre non pas tant cette affirmation qui ne me semble donc pas très compliquée, puisque les diverses composantes de l'affirmation, bon ça on a bien un texte de Wittgenstein, sont des composantes qui ne présentent pas de gros problèmes théoriques, plutôt que de comprendre le sens de l'affirmation, il me semble qu'il fallait comprendre son propos, son enjeu, quel peut être l'intérêt d'une telle affirmation par rapport aux problèmes philosophiques traditionnels. Et autre point, il fallait après s'interroger sur la pertinence de cette affirmation. Qu'est-ce qui permet de dire que qui n'est certain d'aucun fait ne peut non plus être certain du sens de ces mots? Quels sont les arguments qui peuvent aller à l'appui de cette affirmation de Wittgenstein? Quels sont les arguments qui peuvent aller à l'encontre de cette affirmation de Wittgenstein? Ça, vous pouviez le faire puisqu'on était dans un cours d'histoire de la philosophie. Vous pouviez le faire, en fait, me semble-t-il, de deux façons, ou bien vous interroger d'une manière peut-être plus philosophique, mais moins historique, en justement ce que je disais tout à l'heure à propos du commentaire, en vous référant à votre expérience, à votre connaissance du monde, éventuellement des philosophes, mais pas forcément de ce philosophe qu'est Wittgenstein. Qu'est-ce qui permet d'établir un lien entre certitude des faits, ou plutôt incertitude des faits et incertitude du sens des mots? Pourquoi est-ce que si l'on est certain d'aucun fait, on ne peut non plus être certain du sens des mots? Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire peut-être au contraire que quelqu'un qui n'est certain d'aucun fait peut néanmoins être certain du sens de ces mots? Il me semble, même si je ne connais pas la philosophie la plus classique, je ne connais pas bien la philosophie la plus classique, je ne maîtrise pas du tout Platon, par exemple, mais il me semble que si vous êtes dans une perspective platonicienne, vous n'avez pas besoin de connaître les faits, vous n'avez pas besoin d'être certain des faits pour être certain du sens de vos mots. Vous pouvez avoir un accès direct au monde des idées, et cet accès direct au monde des idées peut vous permettre d'être certain du sens de vos mots, même si vous ne connaissez rien sur le monde. C'est une idée qui me paraît un peu étrange, mais je ne suis pas du tout
platonicien tel du moins que je comprends Platon, et c'est peut-être pour ça simplement que cette idée me paraît étrange, et je crois que Wittgenstein n'était pas vraiment plus platonicien que moi, et pour lui donc il y avait effectivement cette idée que si nous ne connaissons rien des faits, euh, même pas si nous ne connaissons rien, si nous n'avons aucune certitude sur les faits, nous n'avons non plus aucune certitude sur le sens de nos mots, avec un sens dans l'implication. Hein. Faites bien attention, c'est vrai que là ça venait avant que je vous ai fait un cours de logique, et ça pourrait peut-être être complété encore par des éléments qu'il y aura en logique l'an dernier. C'est une implication dans le sens n'être certain d'aucun fait implique n'être pas certain du sens des mots. C'est-à-dire, en fait, n'être certain d'aucun fait implique n'être certain d'aucun mot. Dans l'autre sens, peut-être peut-on n'être certain d'aucun mot et être néanmoins certain des faits. Il y a bien un sens de l'implication. Donc ça, c'est simplement ce qu'on voit ce semestre, mais même si vous ne l'aviez pas vu au premier semestre, c'est quelque chose, il me semble, qui est intuitif sur l'implication, que si A alors B, ce n'est pas la même chose que si B alors A. Ce qui est peut-être moins intuitif, c'est ce qu'on verra l'an prochain, c'est que si là, on a des négations. Qui n'est certain d'aucun fait ne peut non plus être certain du sens de ces mots. Donc, en fait, c'est sinon B, non certain des faits, implique non certain des mots. On verra l'an prochain que c'est qui est certain du sens des mots est certain des faits. Et donc, ça peut se déployer dans les deux sens et on peut faire l'analyse dans les deux sens. C'est la même chose de dire que l'incertitude sur les faits implique l'incertitude sur les mots et de dire que la certitude sur les mots implique la certitude sur les faits. Alors, je dis ça parce que ça peut être considéré peut-être comme plus simple ou comme une façon d'aborder la question différente, mais pas plus mauvaise, d'aborder l'implication dans l'autre sens, ce qu'on appellera l'an prochain par la contraposée, mais vous pouviez très bien vous contenter de l'aborder dans le sens où ça vous était donné. Donc n'être certain d'aucun fait implique n'être certain du sens de ces mots, c'est-à-dire d'aucun de ces mots. Le aucun est important. C'est-à-dire que dire ça, ce n'est pas dire la même chose que qui n'est pas certain de quelques faits n'est pas certain de quelques mots. C'est vraiment une question de liaison faite entre la totalité et la totalité, et on peut d'ailleurs justement s'interroger si il est possible de passer de cette liaison de la totalité à la totalité à une liaison partielle partielle. Est-ce que ça veut dire que qui n'est pas certain de quelques faits ne peut pas être certain de quelques mots, qui n'est pas certain d'un fait n'est pas certain d'un mot au moins. Ça peut être un angle pour aborder la question. En fait, finalement, peut-être que pour l'aborder de la manière la plus traditionnelle, pour s'interroger vraiment sur les termes de la question plutôt que pour essayer donc de chercher des arguments allant à l'appui ou à l'encontre de ce qu'affirme Wittgenstein,
toute la question, le mot important là-dedans, c'était aucun. Et il fallait peut-être mettre l'accent sur aucun fait. Mais passer subrepticement de aucun à quelque, je dis quelque pour ne pas dire certains parce qu'il pourrait y avoir ambiguïté, passer subrepticement de aucun à quelque, c'était un défaut. En revanche, il y avait un angle d'approche auquel je pense maintenant d'essayer de faire un lien entre connaissance de la totalité des liens ou certitude de la D'ailleurs, on peut aussi essayer explicitement, mais j'insiste sur l'explicite, de faire un lien entre connaissance et certitude. Donc, certitude sur la totalité des faits, certitude sur la totalité des mots, quel passage y a-t-il, quel lien y a-t-il, quel passage y a-t-il donc de ce lien entre certitude de la totalité ou incertitude de la totalité des faits, incertitude de la totalité des mots et incertitude de quelques faits, incertitude de quelques mots. Donc il y avait en fait plusieurs angles d'attaque possibles. L'important, c'est peut-être aussi le défaut de certaines copies qui fait que je ne leur ai pas mis de bonnes notes, alors que parfois, y réfléchir, je me dis qu'elles n'étaient peut-être pas si mauvaises que ça, mais vous passez du sujet à un sujet que l'on peut considérer comme un autre sujet, ce que d'une certaine façon il faut toujours faire dans une dissertation de philosophie, mais il faut le faire en le justifiant. Si vous le faites sans justification, alors votre lecteur va avoir l'impression que vous n'avez pas envie de traiter le sujet, vous en traitez un autre, et vous allez avoir une mauvaise note. Vous devez vraiment expliquer, légitimer votre déplacement de sujet. À ce prix, vous pouvez effectivement déplacer le sujet. C'est-à-dire que vous pouvez me dire, finalement, dans ce sujet, il est question de la vérité et me faire après une dissertation sur la vérité, mais vous devez commencer par m'expliquer pourquoi il est question de la vérité, alors qu'en apparence, il n'est pas du tout question là-dedans de la vérité, mais il est question de la certitude. Donc tout ce que je disais là, c'était finalement pour la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire s'interroger sur ce que l'on peut dire à l'appui de l'affirmation de Wittgenstein, ce que l'on peut dire à l'encontre de l'affirmation de Wittgenstein. Mais il me semble aussi qu'il y avait, alors en fait je dis une première partie, mais l'ordre des parties n'est pas strict. Et d'ailleurs, la deuxième partie, vous l'aurez bien entendu, peut elle-même se diviser en deux parties, voire trois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que trois c'est un chiffre magique. Thèse, antithèse, foutaise, disait il y a longtemps mon professeur de philosophie de terminale qui faisait semblant d'être hegelien mais qui ne l'était pas du tout. Donc 3 n'est pas un chiffre magique, mais disons que on considère que si vous avez simplement deux parties dans un développement philosophique, c'est peu, et que vous ne devez pas non plus en avoir trop, parce que surtout dans un devoir en temps limité, vous arrivez à quelque chose de très éclaté. Donc on peut considérer que 3 c'est un bon nombre, mais
il n'y a pas de règle générale. Disons que ici, il me semble qu'on pouvait naturellement avoir donc, je le répète, deux parties, mais une avec deux sous-parties et manifeste, ce qui peut faire trois parties. Mais il n'y a vraiment rien d'a priori imposé. C'est vraiment le sujet qui doit vous guider et les règles méthodologiques vous aident quand vous maîtrisez mal le sujet. Si vous avez le sentiment de bien le maîtriser, vous pouvez laisser tomber ces règles méthodologiques. Bon, il faut que ça soit plus un sentiment que vous ayez déjà eu suffisamment de bonnes notes pour pouvoir penser que vous maîtrisez bien les sujets philosophiques. Donc vous aviez une partie qui était chercher des arguments à l'appui de ce qu'affirme Wittgenstein, chercher des arguments à l'encontre de ce qu'affirme Wittgenstein, ou autre point possible, qui d'ailleurs peut se substituer au précédent ou qui peut s'y rajouter, donc ça peut aussi vous faire une partie supplémentaire. Cette interrogation sur le lien entre aucun et quelque. Et vous aviez aussi, me semble-t-il, une partie qui était absolument indispensable sur l'enjeu philosophique du texte. Alors là, j'ai une copie qui à la fois l'a bien vue et l'a vue complètement de travers, c'est-à-dire que je ne me souviens plus si j'ai mis une bonne note ou une mauvaise note, parce que quelqu'un m'a parlé, je crois, chez Wittgenstein, d'un scepticisme radical encore plus poussé que celui de Descartes. Alors ce qui était bien, c'était de voir le lien entre le scepticisme radical cartésien et ce propos de Wittgenstein. Ce qui était mal, c'était de dire que chez Wittgenstein, je parle de scepticisme radical, j'aurais mieux fait de dire pour Descartes doute radical, puisque c'est la formule consacrée. Ce qui est mal, c'est de dire que chez Wittgenstein, le doute radical est encore plus poussé que chez Descartes. Précisément, cette affirmation, c'est une négation du sens du doute, du sens du doute radical cartésien, qui n'est certain d'aucun fait ne peut non plus être certain du sens de ces mots. Mais, sauf si je me trompe sur Descartes, que nous dit Descartes? J'essaie d'oublier tout ce que je sais. Et dans tout ce que je sais, il ne nous dit pas seulement qu'il essaie d'oublier tout ce qu'il a appris de ses professeurs de philosophie, qu'il essaie d'oublier tout l'aristotélisme. Dans ce sens, en effet, il peut légitimement l'essayer, mais il essaie vraiment de tout oublier, de ne pas simplement oublier la théorie, mais il essaie aussi d'oublier que tout ce qu'il connaît vraiment dans sa vie de tous les jours, dans ses affaires diplomatiques, dans les cours d'Europe, vraiment tout. Donc il essaie d'oublier tous les faits du monde. Il essaie d'oublier tous les faits du monde et ayant essayé d'oublier tous les faits du monde, parce qu'il n'est certain d'aucun fait, il nous dit, il y a néanmoins une chose dont je suis certain, c'est que je pense, donc je suis, cogito ergo sum. Mais comment, nous permet de dire Wittgenstein, peut-il être certain
du sens de ces mots? Comment peut-il être certain de cogito ergo sum? Comment peut-il être certain de cogito? Comment peut-il être certain de ergo? Comment peut-il être certain de sum quand il a oublié toutes les pratiques qui, du moins dans l'analyse wittgensteinienne, donnent du sens aux mots. S'il essaie de tout oublier, s'il essaie de tout mettre en doute, il essaie aussi de mettre en doute ce qu'il possède du fait qu'il a une forme de vie qui est la forme de vie d'un être humain européen du XVIIe siècle. Mais dans ce cas, comment peut-il être certain du sens de ces mots? Comment peut-il être certain de cogito ergo sum alors qu'il ne peut pas savoir ce qu'il dit quand il dit cogito, quand il dit ergo et quand il dit sum? Donc en fait, ce texte me semble non pas aller dans le sens du doute radical cartésien encore plus poussé, ce texte, cette affirmation me semble non pas aller dans le sens du doute radical cartésien encore plus poussé, mais bien au contraire montrer que si l'on adopte la position de Wittgenstein, le doute radical cartésien est complètement dépourvu de sens. Celui qui n'est certain d'aucun fait ne peut non plus être certain du sens de ces mots et il ne peut donc avoir cette certitude cogito ergo sum. Il n'a aucun mot auquel se raccrocher pour fonder sa certitude. Alors on pourrait peut-être dire oui, mais si on est platonicien, il peut comprendre cogito ergo sum sans connaissance d'aucune forme de vie. Mais s'il a tout oublié, s'il met tout en doute, il doit mettre aussi en doute sa connaissance du platonisme et donc il n'y a aucun moyen pour lui de donner sens, de pouvoir affirmer avec certitude cogito ergo sum. Bon, je ne sais pas si je suis un bon Wittgensteinien, mais en tout cas, vous l'aurez compris, je suis, en tout cas en ce moment, parce que si je travaillais un peu sur Descartes, je pense que j'arriverais à vous montrer tout aussi bien que ce doute radical est parfaitement pertinent, mais en tant que je travaille sur Wittgenstein, et pas simplement sur Wittgenstein, d'ailleurs sur un certain nombre d'auteurs contemporains, je suis un très mauvais cartésien. Et j'en resterai là-dessus. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, vous pouvez toujours m'interroger en cours ou si vous tombez sur cet enregistrement par hasard, m'écrire à gigotero@unis.fr. Voilà, c'est fini pour ce cours sur Wittgenstein que vraisemblablement je ne reprendrai pas l'an prochain et donc voilà que je ne reprendrai peut-être que dans quelques années, mais comme dans quelques années je compte être à la retraite, c'est sans doute mon dernier cours sur Wittgenstein. Voilà, donc c'est tout. Au revoir.